les chefs d'État et de gouvernement ont appuyé sur le frein de la récession il y a un an, ils ont imposé le traité budgétaire à la France, on est en train de précipiter dans la récession cumulative et donc dans la ruine, le chômage de masse, la faillite d'entreprises, l'ensemble du continent européen, surtout le Sud et la France, et après ils discutent des heures sur des queues de cerises. J'ai une expression, mais c'est vraiment ça, le bateau est en train de couler et ils sont en train de discuter de la décoration de la cabine intérieure. Nigel Farage, c'est un personnage étonnant. Il a un talent et un charisme extraordinaire. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je commence à connaître. On l'a traîné dans la boue. On le présentait comme un fasciste. But political union between France and England, I'm sorry. We're entirely different countries. We have completely different views on many things. You know, we are very much more of a Anglo-Saxon free market, free trade, pro-New York type of economic model. And you're very much more a country that wants the state to own many of your key industries. And again, I'm not saying you're worse than us or better than us, but they're different approaches. And certainly in terms of foreign policy and roles in the world, the French approach and the British approach are just completely poles apart. So I do not see any future for us together in a political union. I don't think it's desirable for either of us, but we can trade, do business, be friends. We'll have the odd argument. But, you know, we're going to have the odd argument whether we're in political union or not. C'est un Anglais qui aime son pays, qui est très anglais. Ça paraît con de dire ça, mais c'est la réalité. Et qui a compris l'escroquerie de l'Union européenne et qui a mené une action depuis maintenant 15 ans, permanente, méthodique, qui sait pourquoi cette Union européenne est dictatoriale, pourquoi elle casse l'identité des nations et pourquoi, en définitive, elle est en train de fâcher tous les Européens avec l'Europe. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire, Nigel Farage, d'extrêmement courageux et que j'aime beaucoup, qui est venu me soutenir à la présidentielle alors que ce n'était pas évident pour lui. Well, thank you for that welcome to your great city. You know, one thing Britain and France have in common is that our politicians, our political class, have sold us out. And look what's behind me. A European Commission building here in the middle of Paris. This is your government. There are 27 of them, unelected bureaucrats, and they make all the laws by how you have to live. J'étais à son congrès en Angleterre il y a un an maintenant, un peu moins d'un an. Et la réunion publique, on a d'abord déjeuné ensemble à Strasbourg, on a beaucoup échangé. Et je suis autant français qu'il est anglais. Nous avons de vraies différences. Nous n'avons d'ailleurs pas la même vision obligatoirement de l'Europe, mais nous avons la certitude commune qu'on ne peut coopérer et construire quelque chose ensemble que si on respecte notre identité. Moi, je suis un peu plus interventionniste que lui. Lui, il est plus libéral que moi. Il n'a pas la même vision de la mondialisation, mais il reste il aime son pays, j'aime le mien, et on est sûr qu'on peut faire des choses ensemble, mais à condition de se respecter soi-même. Et je pense vraiment qu'on va construire quelque chose d'important. D'ailleurs, vous avez vu la foule qu'il y avait à Strasbourg, à 6 h de l'après-midi, plus de 350 ou 400 personnes, majorité de jeunes. You'll get your inspiration from the top here, and that's great. And without that, there wouldn't be this party, and it couldn't happen. But he needs you. He needs you putting up posters. He needs you joining his party. He needs you delivering leaflets. He needs you going into pubs and restaurants and boring everybody to death until they promise to go out and vote. Debout la République. Thank you. Il a besoin de vous. Vous devez aller distribuer les pancartes. Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait une vision de l'Europe. Ce n'était pas simplement, comme on nous caricature toujours, le repli, c'est pas ça du tout. C'est pour être épanoui, pour travailler avec les autres, pour construire quelque chose, il faut d'abord être bien soi-même. Voilà. Et les nations, c'est comme les individus. Si l'individu
ne sait plus qui il est, s'il est cassé dans son identité, il ne peut pas agir. Il est brisé. Eh bien, les nations d'aujourd'hui, les nations d'Europe sont brisées par cette dictature européenne, de l'Union européenne, c'est pas européenne, de l'Union européenne, et ne savent plus qui elles sont. Donc il faut d'abord qu'on fasse cet énorme travail, j'allais dire, de retour sur soi des nations, non pas comme repli, mais au contraire pour redémarrer. Et d'ailleurs, toutes les nations qui réussissent dans la mondialisation, et là on est d'accord, que ce soit Singapour qui est tout petit, la Malaisie qui est un peu plus gros mais qui n'est pas si grande, la Corée du Sud, l'Argentine, le Japon d'une certaine manière, même si le Japon a pas mal patiné depuis 10 ans, tous les pays qui réussissent dans la mondialisation, l'Australie, pas si grand que ça, sont des pays qui d'abord savent qui ils sont. C'est ça l'enjeu. Et Nigel, c'est une tornade, mais positive. Et donc on va faire beaucoup de choses ensemble. C'est tout l'inverse. C'est la nation, on n'a rien de racialiste. C'est une inversion des valeurs, là. La nation, ce n'est pas l'identitarisme. La nation, c'est un partage de valeurs, le partage d'une histoire. Je dirais, si on commence, l'histoire, les valeurs, le projet. Si on ne respecte pas son histoire, on ne peut pas partager des valeurs, même si elles évoluent, bien sûr. Si on n'est pas d'accord sur les valeurs, on ne peut pas construire un projet. Or, aujourd'hui, on nie notre histoire. D'ailleurs, vous avez vu comme quoi, dans les écoles, on ne veut plus apprendre l'histoire de France. On fait une espèce de charabia européiste, on ne comprend rien. Bon. Regardez les manuels scolaires, les pauvres gamins, on comprend qu'ils aient du mal. Bon, donc, premier point, il faut d'abord connaître son histoire. Ça ne veut pas dire l'enjoliver, hein, il ne s'agit pas de... Bon, il s'agit de voir les mauvais côtés, les bons côtés, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien. Comment on peut se corriger si on ne sait pas analyser notre propre passé. Et puis, cette histoire, elle a construit un sentiment d'appartenance. Et par exemple, le sentiment d'appartenance à la France n'est pas obligatoirement le même qu'à l'Angleterre. Et je le vois quand je discute avec Nigel Farage, pas obligatoirement le même que les Russes. Mais c'est ça la diversité du monde. Sinon, si on est tous pareils, quel intérêt? Les Algériens ont une autre conception. Et pourtant, il va bien falloir se réconcilier avec l'Algérie, alors qu'on s'est combattu. Bon. Donc, l'histoire, les valeurs. Et quand on est bien avec son histoire et avec ses valeurs, on est capable de construire un projet d'avenir. Mais là, vous remarquerez que nous, on rejette notre histoire, quelque part, on l'efface, notamment chez les jeunes. Les valeurs, c'est un espèce de charabia pseudo-solidariste qui est complètement informe et on ne comprend rien. J'étais à Sciences Po, d'ailleurs, il y a une pauvre fille qui a, c'est pas méchant, mais qui a pris la parole. J'étais à un colloque à Sciences Po avec des européistes dramatiques. C'était dramatique ce débat. Bon, il y avait Bernard Guetta qui est un type bien. On n'est pas du tout d'accord, mais c'est un type honorable. Mais alors il y avait une... Enfin bon, passons, pas critiquer. Et alors il y a une pauvre jeune fille de Sciences Po qui a pourtant fait des études, qui se lève et je vous jure qu'elle a parlé pendant 3 minutes, personne n'a compris ce qu'elle a dit. Elle a sorti tous les pots pourris de l'éducation, enfin c'était dramatique. Bon, qu'importe. Donc les valeurs, c'est des valeurs. Et pour moi, les valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais ça a un sens. Voilà, c'est pas solidarisme où on ne comprend rien. Liberté, égalité, fraternité. Et puis après, un projet. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le repli identitaire. Rien à voir. En revanche, quand on détruit les nations comme ils sont en train de le faire systématiquement au niveau de l'Union européenne, et ils les détruisent en rendant inefficace la démocratie nationale, puisqu'ils font des dirigeants nationaux des pantins. Ils sont élus, et puis en fait ils ne peuvent rien faire parce que les décisions sont prises ailleurs. Donc quand on détruit la nation, on conduit tout droit, alors là, au repli racialiste, identitariste, régionaliste, et regardez ce qui se passe. La Flandre, encore que la Flandre c'est différent parce que la Belgique n'est pas un État, n'est pas un pays, j'aime beaucoup les amis belges, mais ça n'a rien à voir. Mais la Catalogne, l'éclatement de l'Espagne, grave. Ce qui se passe en Italie, grave. Donc ça veut bien dire que quand vous cassez le sentiment d'appartenance nationale, quand vous cassez la démocratie nationale, parce qu'il n'y a que dans à l'échelon national que s'exerce la vraie démocratie aujourd'hui, eh bien, vous aboutissez au repli, aux haines et à l'identité mal exagérée, excessive. Donc, vous voyez,
C'est au contraire la nation équilibrée qui protège des replis raciaux ou de la dilution consumériste. C'est ça l'enjeu. Ce que j'ai dit avec Nigel Farage, et vous pouvez reprendre peut-être si ça a été filmé le meeting avec lui, c'est je ne suis pas là, et la campagne européenne qu'on va faire n'est pas une campagne des Français contre l'Europe, pas du tout. C'est une campagne des peuples d'Europe contre une dictature d'une superstructure artificielle, achetée, corrompue, qui est en train de tuer les peuples et les nations. Et c'est la première forme d'Europe, l'Europe des nations et des projets, qui a permis le progrès social, qui a permis l'élévation fabuleuse du niveau de vie. Et ensuite, cette Europe-là a été dénaturée, a été transformée, a été abîmée, a été capturée. Et aujourd'hui, je veux inlassablement répéter la seule chose qui compte, c'est que l'Union européenne, dont on vous parle à longueur de journée, ce n'est pas l'Europe. Et d'ailleurs, regardez les émissions de télévision, c'est très intéressant, ils ne disent pas Union européenne, ils disent l'Europe. Ils jouent en permanence de la confusion. Car pour moi, je suis désolé, l'Europe, ce n'est pas la démolition de nos économies par une monnaie folle, qui est un poison pour nos industries, qui est un poison pour nos compétitivités. L'Europe n'a rien à voir avec ça. C'est l'Union européenne, c'est l'Union monétaire, c'est cette absurdité de l'euro. Donc là, ce qui est en train de se produire, vous sentez bien monter la révolte des peuples. Et cette révolte des peuples, il faut l'organiser de manière à construire quelque chose après. Il ne s'agit pas de détruire l'Union européenne pour aller dans le vide et revenir à des nationalismes. Il s'agit au contraire de rétablir le patriotisme. Alors je sais qu'il y a une expression qui ne plaît pas parfois à certains, mais moi je l'aime bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est le patriotisme tranquille. Alors ça renvoie à la force tranquille de Mitterrand, mais le patriotisme tranquille, pour moi, c'est très important. C'est quoi? C'est qu'on peut être patriote sans être excité, sans vouloir déclarer la guerre aux autres. Il faut bien insister sur la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Et c'est parce qu'ils tuent la patrie, la nation, la démocratie, qu'ils sont en train de faire ressurgir des nationalismes. Et le contresens des observateurs du système, les Duhamel et le Cabache, tout cela, bon, c'est que, d'ailleurs, entre parenthèses, repassez-vous El Kabash avec les syndicalistes à Aulnay la semaine dernière. Grand moment. Édition spéciale d'Europe un matin, en direct d'Aulnay-sous-Bois. En tout cas, en direct avec nous, 3 stars du syndicalisme de combat pour des industries mises à mal par l'inadaptation à la compétition européenne et mondiale. Ce matin, est-ce que vous avez ordonné la poursuite de la grève aux vôtres? Tout d'abord, je n'ordonne rien du tout, c'est les salariés qui décident bien sûr, de ce qu'ils font en assemblée générale et ils ont décidé de voter la grève reconductible avec occupation et depuis hier, c'est 0 voiture qui sortent de l'usine. Vous en êtes fiers? La contestation, Jean-Pierre Mercier, elle est utile, mais les cris, les invectives, les menaces, les coups le sont beaucoup moins. On vient d'entendre Arnaud Montebourg. Je ne peux pas vous laisser dire. Vous voyez, là, moi je vous ai répondu et puis vous avez le dernier mot. Non, je dis ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec quasiment 4 millions de chômeurs, il est temps de mettre une halte à cette saignée dont nous subissons les conséquences au quotidien, alors qu'en même temps, mais il y a une ArcelorMittal va virer 1,5 milliard de dollars aux actionnaires. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a en même temps une mondialisation, une transformation du monde, des habitudes, des comportements. Le vrai problème de fond, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation d'un SMIC européen qui réglerait tout un tas de problèmes, qu'il n'y a pas de statut social européen. Et aujourd'hui, on ne délocalise pas uniquement pour le coût du travail, on délocalise en partie pour le statut social des salariés. Ça a l'air d'être facile de discuter avec vous quand on vous entend et vous voit parler comme ça. Oui, mais pour discuter, il faut être deux, monsieur. Grand moment. Donc je reviens. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le réveil des peuples, qu'ils assimilent à du populisme, à du nationalisme, c'est pas du tout ça. Pas vrai. J'ai été voir les indignés à Madrid, j'ai été voir le peuple grec, j'ai vu Nigel Farage. C'est au contraire des peuples qui veulent vivre dans la dignité, qui n'ont rien à voir avec des mouvements excessifs. En revanche, si ces peuples-là ne sont pas compris, si on ne leur donne pas ce qu'ils attendent à juste titre, c'est-à-dire la joie de vivre ensemble, la dignité d'un travail, un projet de société, alors là, oui, il risque d'y avoir des réactions malsaines et dangereuses.
Je suis un des acteurs de cette construction. J'ai le grand privilège, et je me flatte d'avoir été un des premiers rédacteurs d'un certain nombre de traités européens, dont le traité de Maastricht, et je suis très fier de cette construction. Pourquoi ? Parce que l'Europe a été un champ de bataille pendant 1000 ans, et nous avons réussi à faire qu'elle ne le soit plus. Ça pourrait revenir. Rien n'est irréversible. Oui, mais ça, c'est les vieux trucs. Je veux vous dire, ils finissent mal, hein, les Attali, les Minc, Bernard Olivier et les autres, Duhamel et tout. En fait, c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est triste pour eux. En fait, ils sont dépassés. En fait, ils ne comprennent plus le monde dans lequel ils vivent. Et je vais vous dire pourquoi ils ne le comprennent pas. C'est parce qu'ils vivent à part. Ils ne vivent plus dans la vie réelle. Ils ne vivent plus dans la vie réelle, donc je les plains plutôt d'ailleurs. C'est qu'ils ne voient pas le monde bouger. Comme ceux qui vivaient avec Louis XVI ne voyaient pas la Révolution approcher. Comme ceux qui étaient avec Charles X ou avec Louis-Philippe n'ont pas vu ensuite la Révolution de 48 arriver. La sortie de l'euro est la seule solution pour la Grèce, mais aussi pour la France, pour retrouver sa compétitivité et ne pas être asphyxié par une monnaie surévaluée. Et si on continue comme ça, le Premier ministre grec fera face à des émeutes, bien évidemment, comme en Espagne, comme au Portugal, comme en Italie et comme en France. Parce qu'on ne peut pas, si je peux, c'est intéressant parce que sur l'euro, vous ne me laissez jamais finir. Elles n'ont lieu nulle part, les émeutes. Mais elles vont venir, rassurez-vous, malgré... Malheureusement, nous enregistrons votre prophétie. Oui. On en veut aussi à notre gouvernement français qui nous a trahis. On peut le dire, Monsieur Hérault, Monsieur Hollande, qui nous avait fait des belles promesses quand il était venu en Lorraine à Florange, il nous a totalement trahis et ça, on ne peut pas l'accepter. Maintenant, c'est même plus un problème français ou lorrain, c'est un problème européen. C'est clair que maintenant, on va passer la vitesse supérieure parce qu'on peut pas, on voit très bien où ça va nous mener tout ça, les politiques du gouvernement socialiste. Ils nous ont trahis, donc on va monter à Paris, on va aller leur dire à ces messieurs qu'on ne se laissera pas faire et ils vont voir de quel bois on se chauffe, quoi. Nous vivons avec une dette de 80% à peu près du PIB en Europe. Sur ces 80%, 60%, c'est 30 ans de lâcheté accumulée. C'est vrai. Et 20%, c'est le prix payé pour essayer de sortir de la crise de 2007. Alors les 30 ans de lâcheté accumulée, arrêtons de les mettre sur les comptes des seuls gouvernants. Les gouvernants ont été lâches parce que les populations n'ont pas accepté non plus de voir la réalité. Ils ne comprennent pas parce que il y a deux choses. D'abord, ils ne vivent pas les dégâts sociaux du monde qu'ils approuvent et qu'ils ont rêvé. Premier point. Donc quand vous ne vivez pas les dégâts de quelque chose que vous avez construit, vous avez du mal à vous remettre en cause. Deuxièmement, parce qu'ils sont dans le dogme. Dans le dogme. Ils ont cru qu'on pouvait créer un État européen supranational. Or, on ne peut pas créer par décret un peuple. Ça n'existe pas. Ils sont exactement comme ceux qui accompagnaient Brejnev. Voilà. C'est les mêmes. Quand le communisme ne marchait pas et qui tapaient sur la table en disant « ça doit marcher ». Ah non, il y a un moment, ça ne marche pas. Bon. Donc, ils sont dépassés, ils seront balayés par l'histoire. Le seul problème, c'est qu'ils tiennent quand même encore de grands médias et que surtout, ils caricaturent nos positions. Mais vous jouez la victime tout le temps, là, depuis le début de l'émission. Mais si, depuis le début de l'émission. Mais si. Mais vous voyez, je ne termine pas une phrase. Mais non, vous parlez, l'Europe, la recomposition, et moi je propose quelque chose de différent qui fait que ça réussirait alors que tous les autres ont raté, etc. Simplement, nous, on est observateurs. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que vos propos, je suis désolée, mais ne sont pas très cohérents sur le plan économique, que ça ne prend pas chez les Français. C'est extraordinaire. Mais non, vous lancez des anathèmes généraux. Mais je lance pas des anathèmes. Sans savoir ce que les gens écrivent, sans savoir ce que les gens disent. Mais madame, mais moi j'ai le droit de dire que j'ai quand même le droit de proposer aux Français un chemin. Oui, mais on tourne depuis le début de l'émission sur c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe. Mais ça ne me gêne pas. Il y a une petite caste qui veut décider de l'avenir de la France. Vous n'avez pas même le même propos que Front National. On pense différemment que la petite caste parisienne. Arrêtez la petite caste parisienne, c'est trop facile. Vous la représentez parfaitement. Ils veulent nous salir en permanence.
Et d'ailleurs, c'était très intéressant. Je me moquais il y a un instant de l'émission d'Europe 1 un matin à Aulnay avec El Kabbach et les syndicalistes. Et le 13 février, une fois que la manifestation aura lieu, qu'est-ce que ça aura changé? Quand vous entendez parler du mot compétitif, compétitivité, vous pensez que c'est un gros mot? L'arrogance d'El Kabbach à l'égard de types qui luttent, le mépris. Mais c'est le mépris de caste et de classe. Ce sont les petits marquis, je vous dis, qui étaient avec Louis XVI et vous n'avez pas, il n'y a pas de pain, prenez des brioches, quoi. C'est ça le Kabbach aujourd'hui. C'est un mépris de classe, de caste. Bon, ils seront balayés par l'histoire. Je ne vous souhaite pas qu'ils soient guillotinés, ça me ferait de la peine. Moi, je souhaite au contraire qu'on puisse avoir une nouvelle génération d'hommes politiques, de journalistes, même s'ils ne partagent pas mon point de vue, hein, de chefs d'entreprise, qui reconstruisent la France et l'Europe. C'est ça l'enjeu. Et vous allez voir qu'il va y avoir un saut générationnel quand ils vont tous partir à la retraite enfin. D'ailleurs, il devrait y être depuis longtemps. Et bien, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Donc, moi, je suis très optimiste sur la capacité du peuple français et des peuples à renaître. À la condition, il y a une condition, c'est qu'il y ait une offre politique capable de leur proposer un beau projet. Et c'est ce que j'essaye de construire en France, c'est ce que Nigel Farage construit en Angleterre, c'est ce qui manque en Espagne, ce qui est difficile en Grèce. Voilà. L'Allemagne est différente parce que l'Allemagne, en fait, a la chance d'avoir Madame Merkel qui, en fait ce que nous, on veut faire dans notre pays. Madame Merkel, elle n'en a rien à faire des dirigeants européens, de l'Union européenne. Elle se sert de l'Union européenne et elle gouverne son peuple dans l'intérêt de l'Allemagne. Je ne lui en veux pas, mais j'aimerais que nous, on puisse faire pareil. C'est le vrai danger. Je vous disais que le peuple est sain et bon et il ne veut pas de drame, mais que si on n'est pas capable, oui, de lui offrir une offre politique dans le cadre démocratique, il va aller la chercher ailleurs. Stiglitz, comme vous le disiez, l'a dit, beaucoup d'autres. Toutes les périodes de crise grave, à partir du moment où la démocratie n'a pas de solution à apporter pour les peuples, ça risque de mal finir. Donc je suis à la fois optimiste sur le peuple français, les peuples anglais, parce que les peuples sont fraternels aujourd'hui. Il n'y a pas de haine structurelle. Les jeunes Français considèrent les jeunes Allemands comme leurs amis, les jeunes Italiens, et au-delà des jeunes Allemands, les Américains, les Japonais, les Africains. Il faut voir les classes. Il y a vraiment, heureusement d'ailleurs, le nationalisme, le racisme est vraiment beaucoup plus cantonné qu'on imagine, et heureusement. Mais si on ne donne pas un avenir à tous ces peuples dans la démocratie, mais ils vont le trouver ailleurs. Et c'est là où il peut y avoir la tentation autoritaire. Et c'est là où on peut partir, ou alors dans une tentation religieuse, fanatique, ce qu'on voit en Tunisie. En Tunisie pour une certaine partie, parce que d'autres, heureusement, réagissent. Donc, c'est pourquoi il est vital, mais vital, c'est le sens de mon combat et de tous ceux qui m'accompagnent, d'offrir un patriotisme éclairé, un patriotisme tranquille, un patriotisme rassemblement, un patriotisme républicain. C'est vital. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'on va y arriver, parce que ce que je propose correspond vraiment à l'attente de ce que j'entends dans ma ville, dans la jeunesse, ce bon équilibre entre la défense de l'intérêt national et l'ouverture sur les autres. Je crois que c'est plus un désaccord de forme que de fond. Moi, je considère comme eux que l'Union européenne est finie. Mais je ne veux pas confondre l'Union européenne et l'Europe. Et j'estime que le mot « sortie » est dégradant pour la France et surtout contre-productif, car il voudrait faire croire que la France part s'isoler, que la France serait seule, comme si on transformait notre position géographique au cœur du continent et qu'on allait sur une île au milieu de l'Atlantique. C'est pas ça. En tout cas, moi, je ne veux pas ça. J'estime que c'est plutôt à l'Europe, au peuple européen, de se débarrasser de l'Union européenne. Et j'estime que si la France le décidait, mais quasiment l'ensemble des peuples d'Europe applaudirait. C'est-à-dire que
il n'y a pas le choix entre rester dans l'Union et être seul. Ça, c'est un faux choix, parce que c'est un choix qui fait peur aux Français, et les Français risquent de vouloir rester dans l'Union. Le choix que nous avons est différent, c'est d'avoir le courage de démanteler l'Union européenne, et immédiatement les autres peuples vont suivre. Il n'y aura même pas besoin de l'article 50. Le jour où la France dira, parce qu'un nouveau président de la République aura été élu, et si j'étais élu président de la République, j'irais immédiatement dans les 27 capitales. En 15 jours, je ferai les 27 capitales. Et j'irai dire aux chefs d'État et au peuple, cette organisation est finie, on va la démanteler. Et on va reconstruire quelque chose qui marche. Alors, je vous redonne votre liberté. C'est le même esprit que 1789, 1848. C'est la France qui n'impose pas au reste, mais qui va libérer les peuples d'Europe de la tutelle de l'Union européenne. Alors certains accepteront, d'autres n'accepteront pas. Mais on ne sera pas seul, on ne sera pas sorti, puisqu'on sera au cœur de la reconstruction. Il ne s'agit pas d'une entreprise de fuite, on n'a pas à fuir. C'est exactement comme si, quand vous êtes comme une femme qui habiterait et qui serait martyrisée par son mari, elle n'a pas à fuir, c'est à lui qui doit partir. Eh bien, c'est l'Union européenne qui doit partir. Ce n'est pas nous qui devons sortir. Donc, il va falloir sortir l'Union européenne de l'Europe. C'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus rassembleur. Et je veux l'expliquer aux gens de l'UPR. Notre objectif, c'est de convaincre les Français. Ce n'est pas de leur faire peur. Et en plus, ce serait faire peur pour rien. Car on peut sortir. C'est exactement la même chose sur l'euro, d'ailleurs. Regardez l'argumentation. Pourquoi on a du mal à convaincre les Français, il faut être honnête, qu'il faut sortir de l'euro? On est toujours à un tiers des Français qui l'acceptent. En même temps, il y a 68% des Français qui estiment que l'euro est une mauvaise affaire. Il y a les 2 tiers des Français estiment que l'euro est néfaste, et il n'y a qu'1 tiers qui veulent sortir de l'euro. Expliquez-moi pourquoi. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que, avec les médias, les principaux économistes et dirigeants ont fait peur aux Français, en disant « Ah, si vous sortez, vous allez être seul ». Eh bien, moi, je veux répéter inlassablement, il ne s'agit pas de sortir, il s'agit de démanteler l'euro. Il y a déjà 10 pays qui ne l'ont pas. Il y en a 17 qui l'ont. Il suffit qu'il y en ait 3 ou 4 qui abandonnent l'euro, et on est majoritaire en Europe sans l'euro. Donc, je tire les leçons sur l'Union européenne du discours qui n'a pas toujours été compris sur l'euro. Et je veux expliquer aux Français qu'au contraire, s'ils ont un jour un président de la République, un Parlement qui décide de reprendre sa liberté, de redonner sa liberté au peuple français, on ne sera pas du tout isolé, on ne sera pas sorti du tout, on sera au cœur. Et au contraire, on sera applaudi. Car je peux vous dire que les Espagnols, avec ce qu'ils vivent en ce moment, et on en parle très peu dans nos médias, le Portugal, l'Italie, la Grèce, la France, on a déjà une bonne force de frappe. Il y a dans les traités européens, dans le traité de Lisbonne, un article qui s'appelle l'article 50. J'en ai fait référence. Mais vos auditeurs ne sont pas forcément au courant, qui précise les modalités de sortie juridique de l'Union européenne pour un État. Donc nous disons, nous sommes un mouvement politique extrêmement légaliste qui se fonde sur le droit, et nous disons, puisqu'il y a un article qui prévoit de sortir de l'Union européenne, ça veut dire que c'est possible. Mais l'article 50, c'est du juridisme. Mais enfin, imaginez, je suis élu président de la République avec 55% des voix. Vous croyez qu'on va s'emmerder avec l'article 50? Pardonnez-moi, je suis un peu vulgaire. Mais enfin, imaginez que ce soit un autre, d'ailleurs, ça peut ne pas être moi. Mais quand il y a une révolution, on va sortir l'article 50? Mais enfin, c'est absurde. Donc, les traités sont signés, mais peuvent être dénoncés. La France peut demain matin dénoncer un traité. Donc, il n'y a pas de problème d'article 50. Je ne comprends pas d'ailleurs, c'est drôle, pourquoi ces jeunes d'ailleurs de talent qui ont le courage de militer pour une sortie, comme ils disent, de l'Union européenne, sont prisonniers des traités de l'Union européenne. Il y a une contradiction chez eux. Donc ne soyez pas prisonniers des traités de l'Union européenne, puisqu'on va les rompre. Quel est l'intérêt de rompre un traité en utilisant un article d'un traité qu'on va rompre? Tout ça n'a aucun sens. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est
de proposer à nos compatriotes, qu'ils soient les Français bien sûr, mais et aussi aux autres peuples, une voie originale, rapide de sortie de crise. C'est ça l'enjeu. Il faut revenir à la cause. Moi, je veux démanteler l'Union européenne et la remplacer par une construction de projets à la carte, parce que je veux des résultats. Je veux des résultats, je veux que le pouvoir en France serve à quelque chose encore, et je veux qu'on puisse coopérer entre nous pour relever les défis de la mondialisation du XXIe siècle. Voilà. D'un côté, on traite nos affaires intérieures mieux, et on redonne du pouvoir, on rapatrie du pouvoir au Parlement, aux citoyens, aux chefs d'État, pour traiter les problèmes de délinquance, d'immigration, etc., etc. Et de l'autre, on travaille sur une base nouvelle avec nos amis européens pour des projets à la carte qui nous permettent de ne pas être complètement largués dans la mondialisation. On a élu la reine d'Angleterre, quoi. Voilà. Mais même Sarkozy. D'ailleurs, pourquoi Sarkozy a perdu? C'est parce qu'il communiquait comme s'il avait tous les pouvoirs, comme s'il était Clémenceau en 17, et il était en fait la reine d'Angleterre. Ma conviction, c'est qu'une des questions centrales pour la France, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Les salaires sont trop bas, les revenus sont trop faibles. Et moi, je veux parler à la France qui travaille, celle qui a un métier, qui a un appartement, qui a une famille, qui a une voiture, qui travaille dur et qui trouve pourtant qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est à cette France-là que je veux m'adresser. Et donc, il y a un moment, les gens ont dit, ce type-là est un menteur. Donc, ils en ont essayé un autre, Hollande, en se disant, il communique moins, il va peut-être avoir plus de résultats. Ben, il n'a pas plus de résultats, puisqu'il est aussi la reine d'Angleterre. Ben, ils ne s'inquiètent pas, ils vivent aujourd'hui des difficultés qui tiennent à la stagnation de leur salaire et qui tiennent aussi à l'augmentation d'un certain nombre de prix. On voit bien les prix alimentaires. Vous êtes pour le blocage des prix de certains, notamment, hein. Je suis pour que sur certains prix, il y ait une vigilance particulière. Et je suis aussi favorable à ce que sur le prix de l'essence, il y ait un moment, lorsqu'il y a visiblement des comportements, ils ont été dénoncés par un service, celui des luttes contre les fraudes, qu'il y ait un blocage temporaire. Alors, sur le pouvoir d'achat, moi, je ne vais pas faire de promesses que je ne pourrais tenir. Il n'a aucun pouvoir. Donc c'est tout. Donc, d'ailleurs, le sommet européen qui s'est fini hier soir, très tard, est un scandale absolu. Hollande s'est déculotté complètement. Le grand vainqueur du sommet, c'est qui? C'est Cameron. Pourquoi? Parce que Cameron est arrivé en position de force. Le peuple anglais veut ça. L'Union européenne ne doit pas être exempte des sources de pression que nous avons eues pour réduire les dépenses, trouver du rendement et s'assurer que nous dépensons notre argent sagement. Les chiffres que nous avons proposés le mois dernier, en novembre, étaient bien trop hauts. Il faut les baisser et si on ne les baisse pas, il n'y aura pas d'accord. Et les autres se sont couchés. Madame Merkel, pourquoi est-elle forte? Parce qu'elle a instrumentalisé Cameron. Et en fait, vous regardez, il y a une alliance qui est en train de se produire entre Merkel et Cameron, qui deviennent les deux forts de l'Europe. Pourquoi? Mais parce que l'Angleterre et l'Allemagne mènent une politique conforme à leurs intérêts. Donc ils sont plus puissants économiquement, ils sont mieux dans leur peau, ils arrivent devant le sommet en position de force. La France, qui est dans une position de faiblesse parce qu'elle mène depuis l'euro une politique contraire à ses intérêts, arrive exténuée. Et le pauvre monsieur Hollande est en situation de faiblesse, tellement dépendant des marchés financiers, tellement dépendant du regard de Mme Merkel qu'il abandonne en race campagne nos agriculteurs, par exemple. Donc on voit bien que c'est au contraire les pays qui sont forts dans leur tête, qui mènent une politique conforme à leurs intérêts, qui arrivent en position de force à Bruxelles. Tout l'inverse de ce qu'on nous répète à longueur de journée. Bon, le budget européen, il a été légèrement baissé. Si c'est pour prendre sur les bureaucrates de Bruxelles, très bien. Je ne sais pas si vous avez vu, alors j'espère que c'est vrai, parce que je ne pense pas que les journaux disent des choses fausses. 4300 fonctionnaires de Bruxelles, 4300, gagnent plus que Mme Merkel. C'est-à-dire qu'il y a 55 000 fonctionnaires à Bruxelles. Vous avez près de 10% des fonctionnaires qui gagnent plus que le chef d'État du pays le plus puissant d'Europe. C'est-à-dire plus de 18 000 € par mois.
Alors, je pense que là, pour le coup, M. Cameron a raison de vouloir leur faire perdre un peu de graisse. En revanche, si c'est pour affaiblir le budget de la politique agricole commune, c'est dangereux. Parce que ça veut dire d'abord les agriculteurs français vont le payer cher, et puis surtout la qualité de l'alimentation, l'idée d'un marché protégé pour avoir une qualité environnementale et alimentaire importante va être battue en brèche. Et là, la France s'est couchée, il faut être clair. De même, ils ont discuté pendant 2 nuits sur des milliards d'euros. Quand on écoute ça, les gens écoutent ça à la télévision, ils se disent oh, beaucoup d'argent. En fait, à l'échelle du continent, ce budget est ridicule. Ce n'est pas 950 milliards par an, c'est 950 milliards sur un certain nombre d'années. Donc ça veut dire que concrètement, les chefs d'État et de gouvernement ont appuyé sur le frein de la récession. Il y a 1 an, ils ont imposé le traité budgétaire à la France. On est en train de précipiter dans la récession cumulative et donc dans la ruine, le chômage de masse, la faillite d'entreprises, l'ensemble du continent européen, surtout le Sud et la France. Et après, ils discutent des heures sur des queues de cerises. J'ai une expression, mais c'est vraiment ça, le bateau est en train de couler et ils sont en train de discuter de la décoration de la cabine intérieure. C'est exactement ça. L'euro tient pour l'instant parce qu'ils ont en fait fait croire aux marchés financiers qu'ils allaient payer et que donc par un effet de cavalerie, ils ont gagné du temps. Mais l'euro structurellement n'a jamais été aussi fragile pour une raison très simple, c'est que les économies divergent. L'Allemagne n'a jamais autant accumulé d'excédents et la France a un déficit commercial croissant. Pourquoi l'euro ne peut pas marcher? C'est parce que la zone euro n'est pas une zone suffisamment homogène pour pouvoir partager une même monnaie. Derrière, en fait, il y a une théorie économique qui a été développée par Robert Mundell, la théorie dite des zones monétaires optimales, et qui dit qu'en fait, il y a 3 critères pour pouvoir partager une même monnaie sur un ensemble géographique donné. Premièrement, la mobilité des travailleurs. Deuxièmement, un budget fédéral. Et troisièmement, une certaine homogénéité économique. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble de ce territoire soit suffisamment proche pour que les évolutions soient grosso modo à peu près les mêmes. Et ce qu'on voit en fait sur l'Union européenne, au contraire des États-Unis, c'est qu'aucune de ces 3 conditions n'est vérifiée. Les pays du Sud sont en train de s'enfoncer dans la pire des récessions, et la France aussi. Alors on nous dit là récemment, je ne sais pas si vous avez vu Madame Brick, ça aussi c'est... Non. Et en fait, c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle, c'est tragique parce que les ministres se succèdent et ils répètent toujours les mêmes trucs. Je le remarque tous les jours, le commerce extérieur est l'histoire des entreprises qui réussissent, qui innovent, qui exportent. Vous êtes ces chefs d'entreprise que je rencontre, déterminés, inventifs, courageux. Vous affrontez tous les jours la concurrence, les marchés difficiles et bien souvent vous gagnez. La France doit s'inscrire en conquête, en Europe et dans le monde. Nous devons, en Europe, regagner les parts de marché perdues et dans le monde, les marchés demeurent porteurs. Donc Madame Brick nous dit « Ah, le déficit du commerce extérieur a été un peu réduit, on est passé de je ne sais plus combien de milliards à 67 milliards de déficit. » Mais ce qu'elle oublie de dire, c'est que le déficit de la France avec l'Union européenne s'est accru. Que le déficit de la France avec l'Allemagne atteint 17 milliards d'euros. 17 milliards d'euros. Plus de 100 milliards de francs. C'est considérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la parité de l'euro, l'euro monnaie unique pour la France et l'Allemagne, ne peut pas tenir durablement. Sauf à considérer que la France a une baisse de niveau de vie considérable. Si on prend par exemple le cas du commerce, si on prend le commerce, aujourd'hui l'Allemagne a 150 milliards d'excédents, la France a 70 milliards de déficit. Donc grosso modo, l'Allemagne aurait besoin d'une monnaie qui monte, qui s'apprécie, et ça contribuerait à rééquilibrer son commerce extérieur. De l'autre, la France aurait besoin d'une monnaie moins chère, qui lui permettrait d'exporter davantage et d'importer moins. En fait, aujourd'hui, comme l'euro est une valeur en fait, qui est un peu la moyenne de la situation et de la situation de la zone euro, du coup, l'euro est à la fois pas assez cher pour l'Allemagne et trop cher pour la France. Donc résultat, comme il est trop cher pour la France, nos déficits ne cessent de progresser
Et comme il n'est pas assez cher pour l'Allemagne, les excédents continuent d'augmenter. Et donc en fait, ce qu'on voit avec la monnaie unique, c'est que loin de permettre l'homogénéisation de la zone, en fait, ça a tendance à la rendre de plus en plus différente. Et il y a d'ailleurs un économiste, je ne sais plus lequel, qui disait c'est très simple dans la vie économique. Soit vous baissez les salaires, soit vous baissez la valeur de la monnaie. Eh bien, regardez ce qui se passe. La banque Goldman Sachs vient de faire un rapport. Je sais si ce n'est pas une banque que j'aime, mais fait un rapport qui dit quoi? Qui dit qu'il faut que les Français, en gros, diminuent leur salaire de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on garde l'euro, on aura une baisse de pouvoir d'achat des Français de 20% et un chômage colossal. Et d'ailleurs, le gouvernement est en train de commencer. Je viens de lire dans le journal du soir d'hier soir qu'il envisageait la fin de l'indexation des retraites. Ça veut dire qu'on va s'attaquer maintenant à nos retraités. Voilà la réalité. Donc, soit on continue cette politique folle de détricotage de tous nos droits sociaux, qui est très grave parce que c'est contre-productif, il n'y a plus d'investissement et on va perdre du terrain pour l'avenir, soit on sort de l'euro au plus vite. On démonte l'euro au plus vite. Mais les Allemands sont très contents, ils sont en train de pomper toute la substance économique du continent chez eux. Or, eux, ils ont un défi majeur. Il faut se mettre à la place des Allemands. Ils savent que dans 20 ans ou 30 ans, ils n'auront le même nombre d'habitants que la France. Ils auront perdu 10 millions d'habitants. Donc, leur objectif aux Allemands, et ça peut se comprendre, c'est d'amasser un trésor économique, financier, pour assurer leurs vieux jours. Les Allemands sont comme des écureuils qui amassent les noisettes en prévision de l'hiver démographique. Donc, tant qu'ils pourront nous piller économiquement, ils le feront. Pourquoi ils se gêneraient? Les Français, en revanche, c'est incompréhensible la position des dirigeants français, car ils voient qu'ils ont une monnaie qui est en train de tuer les forces vives de l'économie. Et ils ne disent rien. C'est incompréhensible. Alors, il y a un moment, c'est le peuple qui devra réagir. Et je veux offrir notamment aux européennes prochaines qui sont demain matin, mai 2014. Nous sommes en février 2013, c'est dans un peu plus d'un an. Je veux offrir justement aux Français l'occasion de dire on veut une autre politique européenne. C'est ça l'enjeu. Protectionnisme européen pour éviter l'esclavage humain. Démontage de l'euro pour retrouver de l'air. Investissement dans les secteurs d'avenir, à la carte, voitures propres, lutte contre le cancer, exploitation du fond des océans, nanotechnologie, panneaux solaires de l'avenir, comme on a fait Airbus, à 3 ou 4 pays, au cas par cas. Voilà ce que je veux proposer aux Français. Sur l'Allemagne, moi je respecte les Allemands, ils n'ont pas envie d'y aller, ils n'y vont pas. Voilà. Pourquoi cette espèce d'obsession française à vouloir que tout le monde fasse la même chose? Alors en même temps, on peut comprendre les dirigeants français qui donnent tant à l'Allemagne et qui ne reçoivent jamais rien. Mais ça, c'est de leur faute. Moi, j'en veux pas aux Allemands, j'en veux aux dirigeants français qui sont couchés devant les Allemands. On ne peut pas forcer un peuple à combattre et à verser le sang de ses soldats. Donc moi, je respecte tout à fait les Allemands qui ne veulent pas aller combattre. Il faut connaître le passé de l'Allemagne, le traumatisme de ce qu'a été l'histoire de l'Allemagne, pour comprendre que les Allemands ont des réticences à envoyer leurs soldats. Et là, ils ont une certaine sagesse. Voici les rares images de la ville de Kona, verrou stratégique au centre du pays. Là où les combats font rage depuis jeudi entre l'armée malienne et les islamistes, là où la France intervient depuis hier. Une bonne partie de la journée et de la nuit dernière, les avions de chasse français ont poursuivi leur rotation au-dessus du Mali. Des Mirage 2000 qui décollent du Tchad voisin. Nous avons donc, vous l'avez vu, les Mirage 2000 et F1 stationnés au Tchad, des avions de surveillance au Sénégal, des drones, c'est-à-dire des avions sans pilote déployés au Niger, des avions ravitailleurs venus de France et enfin des satellites de reconnaissance et d'observation militaire. Par chance, le dernier de type Pléiade a été déployé et lancé il y a à peine un mois. Autant j'étais hostile à l'intervention en Afghanistan parce que nous n'avions rien à y gagner. Et nous n'étions que les supplétifs des Américains.
et d'ailleurs on en sort en piteux état. Autant je pense qu'il fallait vraiment intervenir au Mali et qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt pour éradiquer le plus possible des terroristes fanatiques islamistes qui n'ont rien à voir avec un islam modéré et qui se servent en plus du trafic de drogue pour prospérer. Donc il fallait agir. C'est pas gagné, car même si nos soldats ont très bien agi, il faut après stabiliser le Sahel. Et c'est pas la France qui, toute seule, peut stabiliser le Sahel. Il faut que le Mali, et notamment les dirigeants du sud Mali, soient suffisamment intelligents dans leur ouverture aux Touaregs pour stabiliser le nord et ne pas humilier les Touaregs. Il faut que l'Algérie tienne ses frontières. Il faut stabiliser la Libye. Bref, il faut développer le continent africain sur le plan économique. Vous voyez qu'on a fait, je dirais, le plus symbolique, et il fallait agir vite. Mais maintenant, il y a le plus dur qui reste à construire. Ce qui se passe en Tunisie est très important. Je connais bien ce pays. Il y a un vrai gâchis en ce moment. Il y a eu un gâchis d'abord économique, il ne faut jamais l'oublier. C'est qu'au moment où l'Europe a négocié un accord de libéralisation commerciale sur le textile, cela a conduit à avoir des entreprises textiles partir vers la Chine, partir de Tunisie vers la Chine. Depuis le démantèlement de l'accord multifibres et l'arrivée massive du textile chinois, une centaine d'usines ont fermé, des dizaines de milliers de personnes ont été licenciées. Pour cet opérateur, le constat est accablant. La vente du matériel et des matières de tissage s'est réduite d'une façon spectaculaire. Cette situation de crise est liée à la fermeture de plusieurs usines. Et c'est là où on voit que le libre-échange total a fait perdre au continent européen et au continent africain la maîtrise de son destin. Et qu'il y a parfois des entreprises qu'on ne peut pas garder en France et qu'il aurait été préférable de voir implantées en Tunisie, au Maroc ou en Algérie plutôt qu'en Chine. Donc je suis pour un protectionnisme à la fois national, européen et par zone géographique tel que le proposait Maurice Allais, notre prix Nobel d'économie. Et il est absolument vital, si on veut stabiliser le monde arabe, et notamment le Maghreb, d'avoir un protectionnisme euro-méditerranéen. C'est vital. Et on oublie cette dimension économique quand on parle du Maghreb et de la Tunisie. Deuxième point, il y a une autre dimension qui est une dimension d'influence des frères musulmans, de certains fanatiques, par rapport à un islam modéré, ouvert, qui vivait en bonne intelligence avec les autres religions en Tunisie. Et là, on voit bien qu'il y a une tension extrêmement forte avec la volonté provocatrice de certains de s'emparer du pouvoir en Tunisie et de kidnapper ainsi la révolution. Alors le peuple tunisien est très partagé, parce que le peuple tunisien n'a pas envie de se voir muselé par un islamisme fanatique radical. Pour autant, les islamistes radicaux, on le voit bien, sont prêts à tout, et notamment l'assassinat du leader de l'opposition. Donc ce qui se passe en Tunisie doit être regardé avec beaucoup d'attention. Ce n'est pas à la France de s'en mêler, parce que cela pourrait être instrumentalisé par les islamistes fanatiques pour retourner le peuple tunisien. En revanche, je pense que la France a un rôle à jouer dans la construction d'une union pour la Méditerranée, avec un système d'échange. Et ce que les Américains ont fait avec nous, dans leur intérêt d'ailleurs, avec le plan Marshall, après la fin de la guerre, nous devrions le faire absolument avec l'Afrique. Plutôt que de prêter 1000 milliards d'euros aux banques, on aurait gardé 100 milliards ou 200 milliards pour prêter à 1% sur des projets de développement entre le Maghreb, la France, l'Italie et l'Espagne. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas les mêmes troubles dans les rues tunisiennes. Donc on a un vrai enjeu économique, un enjeu diplomatique, un enjeu linguistique. Et si on ne réussit pas ça, il ne faudra pas se plaindre de phénomènes migratoires qui pourraient déstabiliser notre pays. Car que dira-t-on aux Tunisiens tolérants qui fuiraient, j'emploie le conditionnel et je ne le souhaite pas, qui fuiraient devant une dictature islamique en Tunisie? Qu'est-ce qu'on leur dira? On leur dira non? Bien sûr que non. Comment on fera? Comment on accueillera? Qu'est-ce qui se passera? On n'a pas intérêt à avoir déstabilisé la rive sud de la Méditerranée.
D'abord, est-ce qu'on peut parler en France des problèmes migratoires sans tomber, sans être excommunié par les bien-pensants? Est-ce qu'on peut parler en France des problèmes d'immigration sans tomber dans les excès du Front National ou dans la pensée unique de l'ensemble des observateurs? C'est ça la question. Moi, je veux en parler de manière décomplexée, sans excès. Et je pense que c'est l'intérêt d'ailleurs des étrangers en situation régulière d'avoir une politique de fermeté. Or, il faut reconnaître une chose, c'est que depuis que le gouvernement Valls est là, le gouvernement Ayrault avec Valls et Taubira, il n'y a plus de maîtrise des flux migratoires. Valls s'agite avec un air martial à la Sarkozy, mais déjà les frontières étaient ouvertes sous Sarkozy, mais alors là, il n'y a plus d'expulsion, les centres de rétention sont vides, donc il n'y a plus de maîtrise des flux migratoires. C'est extrêmement dangereux, parce que nous ne pouvons pas accueillir dans notre pays 200 000 étrangers légaux et 100 000 ou 200 000 clandestins par an. Nous avons perdu, je le répète sans arrêt, mais c'est important de connaître les chiffres, nous avons perdu en France 1 million d'emplois industriels en 12 ans. Pendant cette même période, nous avons accueilli 2 millions d'étrangers légaux. Et combien d'illégaux clandestins? Je dirais au moins 1 million. Comment un pays qui perd 1 million d'emplois industriels peut, sans conséquence, accueillir 3 millions de personnes supplémentaires? Ce n'est pas possible. Donc, moi, je propose une maîtrise de l'immigration. Je ne propose pas l'immigration zéro comme le Front National, parce que c'est complètement vain, ça n'a aucun sens. Surtout s'il n'y a pas une politique de bassin méditerranéen, de reconstruction de l'Afrique, etc. Mais je pense qu'on peut réduire de moitié l'immigration légale pour retrouver le niveau qu'il y avait sous Chirac-Jospin, donc c'est quand même pas la fermeture absolue. Il faut déjà alléger l'immigration, et ça, se donner les moyens de le faire en rétablissant les frontières et en sortant de Schengen, c'est-à-dire en démantelant Schengen. Et puis, il faut régler aussi l'immigration, c'est pas seulement le Maghreb, l'Afrique, c'est aujourd'hui une immigration à l'intérieur de l'Union européenne qui est catastrophique. Et je pense notamment aux Roms et aux camps de Roms, roumains, bulgares, qui profitent de la libre circulation et qui aboutissent à un véritable scandale national dont on ne parle pas. Oui, mais moi je vais vous dire, la meilleure chose c'est de connaître. Je les invite à venir à Vigneux, j'ai un bidonville de Roumains, Bulgares à Vigneux. Ils étaient 200, on les a laissés à la demande des grandes autorités. La circulaire Valls les autorise, demande à l'État de leur offrir des logements et des emplois, ce qui est très choquant par rapport à ceux qui soient français ou étrangers, sont au pôle emploi ou n'ont pas de logement. Et on les laisse dans ce bidonville. Aujourd'hui, ils sont 800, c'est un cloaque, des conditions sanitaires désastreuses, mais aussi une enclave dans la République, puisque la police nationale ne peut pas rentrer et doit négocier avec un chef de camp. Enfin, faut aller voir pour le croire. Un camp de Roms à Aubervilliers. Les adultes soupçonnés d'appartenir à un réseau de criminels roumains qui exploiterait au moins une vingtaine de mineurs. Des enfants vendus par leur famille ou exploités par leurs propres parents, contraints à voler. Chacun d'entre eux rapporterait entre 200 et 1000 euros par jour. C'est vraiment de la criminalité organisée, donc ce sont des jeunes qu'on fait venir de leur pays, en général complètement isolés de leur famille. Donc effectivement, il y a des pressions physiques, il y a des pressions morales qui sont exercées sur ces jeunes-là, dont la seule vocation en venant en France est de faire partie de ce réseau de criminalité organisée et d'être les petites mains sur le terrain pour prendre de l'argent. Donc le chef de camp autorise la police nationale à rentrer dans le camp. Il est propriétaire des 800 personnes. Les enfants sont envoyés voler. Les filles sont mises en prostitution quand elles ne vont pas voler. Ce sont des pauvres malheureux qui sont tenus par des gangs et des mafias. Et c'est ça la générosité des belles âmes? C'est ça la République solidaire? Mais c'est une honte. Et il faut voir ce qui se passe pour le croire. Donc moi je demande des choses simples. Un, il faut démanteler ces camps, ces bidonvilles, dès qu'ils se mettent en place. Deux, il faut arrêter de leur proposer des emplois et des logements.
parce que c'est une prime à la violation de la loi. 3, il faut rétablir les frontières avec la Roumanie et la Bulgarie, car la Roumanie et la Bulgarie ne jouent pas leur rôle et n'obéissent pas aux critères européens minimums, c'est-à-dire qu'on leur a donné plus de 17 milliards d'euros sur 5 ans pour intégrer les populations roms dans leur propre pays, et que cet argent a été utilisé à autre chose. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Il faut dire à la Roumanie et la Bulgarie, on est amis, mais les frontières seront bloquées tant que vous ne maîtriserez pas vos populations. Et si on ne fait pas ça, on va arriver dans notre pays à une situation explosive. On cache le phénomène. À Vigneux, ils sont cachés derrière les voies ferrées. À Lille, ils sont derrière l'autoroute. On nous dit qu'il y a 15 000 Roms en France. C'est pas grand-chose. Mais en fait, c'est pas 15 000. Il y en a au moins 150 000. Et il faut voir les explosions de délinquance dans l'environnement. Il faut voir les haines qui sont en train de monter. C'est pas digne de la République. Enfin, on n'a pas fait la Révolution française il y a 200 ans. On n'a pas eu les conquêtes sociales de 1936, de tout pour laisser ça. Accès au travail ou questions sanitaires. Pour Cécile Duflot, la réunion de Matignon est une réelle avancée. La position qui est prise est une position très responsable, très pragmatique, qui sera très efficace, qui est respectueuse des populations humaines, qui pense aussi qu'on ne peut pas tolérer que des bidonvilles existent dans notre pays, mais qu'il y a des familles, des gens qui sont en situation de grande difficulté qu'il faut préserver. Pour les associations de défense des Roms, ce sont toutes les restrictions d'accès au marché du travail, les mesures transitoires qu'il faut lever. Ça n'a pas de sens de maintenir des mesures transitoires en les atténuant à moitié. De toute façon, ces mesures disparaîtront d'ici même pas 18 mois. Ça n'a pas de sens de les maintenir. Et donc, il faut continuer à se battre pour que les citoyens roumains et bulgares aient accès au marché du travail, encore une fois, comme les Italiens, les Polonais ou les Belges. Donc, les belles âmes qui veulent prendre toute la misère du monde, mais qui la prennent dans leur jardin, chez eux. J'ai pas vu de bidonville de Rome à Neuilly, devant le jardin d'acclimatation. J'ai pas vu de bidonville de Rome dans le jardin du Luxembourg. J'ai pas vu de bidonville de Rome à l'Élysée. Que tous ces gens qui donnent des leçons à longueur de journée prennent les bidonvilles dans leur jardin et puis ils vont comprendre. C'est vrai que j'ai pas passé mes nuits à l'Assemblée, je vais être honnête, ni les week-ends. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'un immense théâtre. C'est un sujet important, attention. Je n'ai pas dit que ce n'était pas un sujet important. C'est un sujet important. Mais l'instrumentalisation qui en est faite par le Parti socialiste et l'UMP m'a plutôt écœuré. En fait, d'ailleurs, c'était intéressant dans les débats. On avait l'impression qu'ils étaient contents tout à coup de pouvoir s'opposer sur quelque chose et d'avoir encore un peu de pouvoir sur quelque chose. Comme ils n'ont plus aucun pouvoir en termes économiques, en termes sociaux, en termes de sécurité, en termes d'immigration, comme ils pensent exactement la même chose parce qu'ils obéissent à la même tutelle, ils sont sous tutelle, ils sont sous curatelle donc, de Bruxelles. Donc, en fait, là, ils sont sortis de leur boîte parce qu'ils étaient contents. Ah bah oui, les socialistes représentaient la modernité. Alors, ils ont l'impression que c'est 1789, l'abolition de la peine de mort, etc. C'était une bataille incroyable quand on Pourquoi c'était ? Vous avez perdu si vous dites Non, on c'était... a gagné. Je pense qu'elle a été gagnée. Mais moi, j'ai souvenir de m'être engagée aux côtés de Noël Mamère sur cette bataille. Et à l'époque, j'avais reçu des paquets de merde véridiques. Des paquets d'excréments de gens qui trouvaient ça mais insupportable, la remise en cause de l'hétéronormalité. Ce qui n'est pas normal, c'est que le mariage gay soit institué quand la moitié des gens divorcent, qui ne sont pas gays. L'égalité des droits, oui, j'y suis favorable. Et donc moi, je suis favorable à une union civile entre couples homosexuels. Deux homosexuels qui s'aiment, on a le droit de célébrer leur union. Mais en revanche, je n'accepte pas que cette égalité des droits l'emporte sur l'égalité des droits des enfants à avoir un père et une mère. Et c'est là où ils dérapent complètement. Et c'est là où ils vont trop loin. Bon. Et puis de l'autre côté, vous avez l'UMP qui est tellement content, pour une fois, d'être en désaccord avec le Parti socialiste et qui a l'impression de défendre une tradition millénaire. Bon. Alors même qu'en leur sein, beaucoup sont favorables. Mais ils ne le disent pas. Donc il y a une immense hypocrisie. Et je trouve que la manière dont c'est à déraper à la fin le débat montrait bien qu'ils étaient à bout. En revanche, moi je suis prêt à venir un week-end débattre des délocalisations de l'intérieur, du chômage de masse, de la misère, de la dépendance à l'égard
de l'Union européenne, là oui, et je pense que ça intéressera beaucoup plus les Français. Alors je voterai contre ce projet, je me battrai jusqu'au bout contre la filiation qui est détruite, mais on aurait pu éviter tout ça, ce gâchis, ces polémiques avec le statut de l'union civile, le statut du beau-parent, et tout aurait été bien qui finit bien. Bah écoutez, le parti va pas mal. Il y a beaucoup de nouveaux adhérents, des gens très différents. Sur le plan géographique, on voit très bien un peu tous les coins de France, même des zones rurales où on n'a pas de responsables qui travaillent de manière active. On voit des adhérents. Et alors, surtout, le plus important, je crois, et le plus positif, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes adhérents, qui sont même parfois des lycéens, qui sont parfois en fac ou qui travaillent. Et cette diversité de la jeunesse qui adhère à notre parti, je crois, est très positive. Je vais vous raconter une histoire. J'étais à Strasbourg et il y a 2 jeunes qui sont venus me voir et c'était drôle, c'était à la fin du meeting. Il y en a un qui me dit « Ah, moi j'ai voté Hollande, j'ai été au Parti Socialiste mais je suis écœuré ». Et il y a l'autre qui était en face qui me dit, et je vous jure que c'est vrai, il me dit « Ah, moi j'étais au Front National mais je ne les supportais plus ». Et c'était curieux de voir 2 jeunes, un qui venait du Parti Socialiste, un du Front National. Et je leur dis, mais pourquoi vous êtes là? Et ils me disent, parce qu'on est patriotes, qu'on aime la France, mais qu'on n'est pas, celui du Front National dit, moi j'en pouvais plus des propos xénophobes, et l'autre disait, j'en peux plus de cette hypocrisie. Donc en fait, ce qui, je crois, les réunissait, et le meeting de Strasbourg avec Nigel Farage était passionnant à ce titre, c'est qu'au-delà des différences politiques, ce qui les rassemblait, ce qui les réunissait, c'était l'amour de leur pays. Et je crois qu'aujourd'hui, la vie politique est en train de changer, en tout cas ceux qui viennent chez nous. C'est-à-dire qu'ils n'obéissent plus aux vieux critères politiciens, de droite, de gauche. Ils obéissent à un sentiment très profond qui les conduit à dire « la France est en train de crever devant nous, on ne peut pas la laisser comme ça. D'abord, relevons la France ». Après, sans doute, celui qui venait du Front National repartira peut-être plus à droite, celui qui venait du Parti Socialiste repartira à gauche. Mais ils sentent, et ça les Français le sentent très profondément, que notre pays est en train de partir dans le ravin. Donc aujourd'hui, je pense que chez nous, en tout cas, ce sont des gens qui ont cette conscience qui viennent. Et donc ça donne beaucoup d'énergie. On a eu un conseil national la semaine dernière, et qui était intéressant là aussi parce qu'il y avait des nouveaux responsables. On est en train de renouveler les responsables, de mettre des délégués de circonscription, c'est-à-dire dans les 577 circonscriptions de France, il y aura un responsable debout la République qui va mener son action de terrain. Et c'est ce que j'appelle un tissu de résistants. On est dans la résistance, c'est-à-dire qu'il faut maintenant, dans tous les coins de France, qu'il y ait un responsable debout la République. C'est ça notre objectif. Et puis on a aussi décidé de décaler le congrès du mouvement au mois d'octobre. Il était prévu le 24 mars, parce qu'il y a une grande manifestation contre le mariage. Et d'abord, il y en a qui manifestent, et puis surtout, on ne peut pas mêler notre événement à cette manifestation. Il va y avoir, il va y avoir ça ne sera pas bon pour nous. Et puis nous nous sommes dit qu'il était mieux de faire des grandes réunions en province au cours des 3-4 mois qui viennent, pour ensuite finir par un grand meeting, un congrès à Paris le 5 octobre. Je vais vous dire une chose très simple. Moi, je ne peux pas faire ça tout seul. Alors, on a heureusement un bureau national à Debout la République avec de nouveaux talents, on a des milliers d'adhérents, mais il faut qu'on ait des centaines de milliers. On a dépassé les 12 000 adhérents. C'est déjà beaucoup parce que je pense qu'on a plus d'adhérents que les Verts et que beaucoup de partis qui ont plus d'audience, disons, que nous officiellement. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui m'écoutent, et c'est l'objet des vidéos, c'est aidez-nous. On ne peut pas y arriver sans vous. On a besoin d'argent, par exemple. On manque d'argent cruellement. C'est-à-dire qu'on a besoin de dons financiers. Il n'y a pas de honte à le dire. Nos comptes sont publics, ils sont au journal officiel. Hein. On a besoin de gens qui vont sur les marchés tracter. On a besoin des gens qui vont sur Internet, relayer les vidéos à sa newsletter, à ses amis, en parler. Comment vous dire?
Moi, ce que j'ai aussi envie de dire, notamment aux jeunes, c'est la France sera ce qu'ils en feront. C'est-à-dire que moi, je peux passer ma vie à faire une offre politique, s'il n'y a pas un relais suffisant, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, je sens que c'est mûr. C'est-à-dire quand je vois le nombre de gens qui viennent à nos réunions, quand je vois les messages qu'on reçoit, quand je vois le nombre de nouveaux adhérents, je me dis c'est bon, on va y arriver. Mais dans combien de temps? Et dans quel état sera le pays? Donc l'enjeu, il est d'accélérer encore. C'est maintenant. J'avais envie de dire c'est maintenant ou jamais. Et on a les élections européennes. Et après, il y a une nouvelle présidentielle. Et après, etc. Donc, si on n'agit pas au plus vite maintenant, eh bien, on fera la joie du PS, de l'UMP qui fricotent ensemble en permanence. Et c'est pourquoi ces vidéos ont pour objectif de tisser ce lien de résistance. Voilà, nous sommes dans la résistance. Et dans la résistance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris le maquis. Ils ont pris les armes. Et à un moment, ils se sont dit, ben, on va y arriver. Alors, je ne demande pas de prendre des armes, encore, rassurez-vous. Mais je demande de prendre des armes électorales et politiques, voilà. On ne peut pas se plaindre et se lamenter éternellement de la société dans laquelle on vit si on n'aide pas ceux qui essayent de faire quelque chose. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, aidez-moi. Aidez-nous.